Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission internationale et très heureuse de vous retrouver avec RFI, le journal Le Monde. Il est né au XVIIe siècle de la volonté d'un roi. La République française en a fait une arme de charme à destination des grands de ce monde. Il accueillait encore il y a quelques mois à l'invitation du président Emmanuel Macron son homologue russe, Vladimir Poutine. Alors pourquoi et comment le château de Versailles, son domaine, sont-ils devenus des instruments de la diplomatie française? Réponse avec Catherine Pégard, ancienne journaliste politique. Elle a connu un autre château, celui de l'Élysée, comme conseillère du président Nicolas Sarkozy. Depuis 7 ans, c'est elle qui préside l'établissement public de Versailles. Elle est l'invitée d'International. Pour ouvrir cette émission, cet extrait d'un film « Si Versailles m'était compté », réalisé en 1954 par Sacha Guitry. Et c'est l'acteur l'immense Bourvil qui joue le guide. La visite du château, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons la terminer là, dans ce très beau salon, qui peut être considéré comme une des plus belles pièces du château de Versailles. J'aurais pu vous donner beaucoup plus de détails sur chacun des salons que nous avons traversés. Je m'en suis abstenu. Pourquoi affirmer que tel fait historique s'est produit là ou là? L'important, à mon sens, c'est qu'il se soit produit, n'est-ce pas? Ce qui prime tout, c'est de se souvenir que toute l'histoire de notre pays s'est déroulée dans ce château pendant plus de 300 ans. Et que ce soit dans cette pièce ou dans la pièce suivante, que Louis XIV dit à Molière « Bravo, à Turenne, merci », à La Vallière « Je t'aime », l'importance, c'est qu'il l'ait dit, n'est-ce pas? Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme dit Bourvil, Versailles, c'est des pages de l'histoire de France, d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. C'est ça qui vous a séduit dans ce poste de présidente de Versailles? Oui, en grande partie, oui, parce qu'on ne peut pas l'imaginer avant, je crois. Avant, on pense que c'est une partie de notre histoire. On ne sait pas très bien où elle s'arrête, mais c'est l'histoire. Et lorsqu'on y est chaque jour, qu'on a la chance de s'y promener et de découvrir chaque jour des choses différentes, eh bien on s'aperçoit que c'est le lieu le plus divers qu'on puisse imaginer. Et que ce n'est pas seulement l'histoire, mais que c'est bien d'autres choses encore. Comme par exemple c'est la musique, ce sont les jardins, ce sont les grandes eaux, ce sont les métiers d'art, ce sont tous les gens qui font ce lieu chaque jour, tous ceux qui viennent le visiter, qui viennent chacun avec un rêve particulier en arrivant à Versailles. Nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils viennent y chercher. Et donc, c'est une histoire qui ne s'est jamais arrêtée. Et je crois qu'on en prend vraiment conscience aujourd'hui quand on voit qu'on parvient à lier le patrimoine avec la vie d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que ce passé fait vivre notre présent. Alors, avant de poursuivre cet entretien, on regarde, on écoute ce focus. Il a été réalisé par Bastien Bory et Marco Mormil. Des personnalités publiques aux délégations diplomatiques, vous avez reçu Catherine Pégard 168 visites officielles en 2016. Si cela donne une idée d'une partie de votre travail en tant que présidente de Versailles, cela révèle aussi le poids de la diplomatie culturelle en France. Et dans le cas d'une visite d'État, comme ici au printemps 2017, nul doute qu'une halte au château est essentielle pour resserrer les liens entre deux présidents. Cette amitié franco-russe, c'est cela ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Lorsque vous êtes nommé à sa tête en 2011 par Nicolas Sarkozy, dont vous étiez la conseillère politique, le château de Versailles est depuis quelques décennies déjà un outil politique moderne. Depuis ce jour de 1963, où le général de Gaulle décide d'en faire une résidence présidentielle, que vous nous présentez sur ces images, et où les chefs d'État étrangers peuvent alors dormir. C'est tellement inédit que vous y consacrerez une exposition. Les entretiens du général de Gaulle avec Nixon à Trianon qui ont duré plus de 9 heures, c'était pas seulement pour avoir une conversation familière, puisque le lieu s'y prête, c'est un lieu fait pour les relations privées. Mais depuis les années 80, Versailles accueille surtout les coups d'éclat. François Mitterrand n'hésite pas à recevoir les dirigeants libéraux du G7 en 82, alors que le gouvernement français comporte des communistes. En 2014, le Chinois Xi Jinping est l'hôte de marque de l'Opéra Royal, après avoir signé 18 milliards d'euros de contrats avec François Hollande, qui au passage vous reconduit à la présidence de Versailles 2 ans plus tard. La culture française, partout où l'on se tourne dans le monde, elle est reconnue comme un atout de la France. Mais cet atout de 800 hectares pose des problèmes de sécurité, comme en 2015 avec la dégradation des œuvres de l'artiste Anish Kapoor. Même s'il y a ici moins de visites d'État, il y a plus d'art contemporain et bientôt du sport.
Preuve que la France tient à sa diplomatie culturelle parmi les plus influentes du monde. Catherine Pégard, Sophie Malibaud de RFI, Christophe Ayat du journal Le Monde nous ont rejoints. Vous étiez, on vient de voir les images de la visite de Vladimir Poutine à Versailles, vous étiez dans les coulisses de cette visite. Comment l'avez-vous ressenti? Est-ce qu'il était impressionné? Est-ce qu'il a fait des commentaires un peu off sur cette visite? Je pense qu'il était très intéressé par cette visite. Je ne crois pas qu'il connaissait vraiment le château de Versailles, mais il connaissait très bien la vie de Pierre le Grand. Et quand il était arrivé, puisqu'il est venu à l'occasion de cette exposition que l'on consacrait à Pierre le Grand et au voyage qu'il a effectué en France en 1717, et pendant toute la visite, il a posé des questions, mais il a aussi montré sa connaissance très intime du personnage de Pierre le Grand. Et je crois qu'il y avait une sorte de raccourci de l'histoire à comparer ces deux visites, et qu'effectivement, on voyait bien le rôle de Versailles dans l'accueil des autres étrangers, le rôle de Versailles dans la perception qu'on peut avoir de l'histoire de la France quand on vient d'ailleurs. Et je crois que tout ça était dans la tête à la fois du président de la République, mais aussi de Vladimir Poutine. Comment elle a été décidée, cette visite? C'est parce qu'on avait reçu le président chinois, il fallait qu'on reçoive le président russe? Comment ça s'est décidé? Non, je pense pas du tout. Je pense que le président de la République voulait renouer un dialogue avec Vladimir Poutine. C'était le 30 mai, donc c'était très peu de temps après son arrivée au pouvoir. Et je crois qu'il s'est saisi du prétexte de cette exposition qui était très importante pour les Russes, parce que ce voyage de Pierre le Grand, au fond, c'est le début pour eux des relations diplomatiques entre la France et la Russie. Et puis c'est un voyage qui a marqué aussi beaucoup l'histoire de la Russie, en ceci que Pierre le Grand est venu en somme faire son marché en France, prendre les idées, et à la fois sur les réformes qu'on pouvait faire, à la fois sur les sciences. Il a rapporté en Russie des instruments de médecine, des instruments scientifiques. Il a fait une visite où il a pris des choses de la France pour moderniser la Russie. Et ça, je crois que c'était très important pour la Russie de le souligner, et qu'il y avait donc là une sorte de cadre évident entre cette exposition qui était consacrée à Pierre le Grand et Versailles, qui a été historiquement le lieu des grandes visites officielles, et puis la volonté pour qu'Emmanuel Macron ait envie de faire cette visite avec le président Catherine Pégard, est-ce que vous qui avez suivi de près, enfin de l'intérieur même la présidence Sarkozy, est-ce que le cadre c'est important? Est-ce que ça a une influence sur les décisions, sur les hommes, sur leur humeur, sur la façon dont ils abordent un sommet ou des relations diplomatiques? Ah, je crois que tout à fait, parce que je pense que tous ces hommes d'État ont une vision assez claire de ce qu'est justement de ce que sont les symboles, de ce qu'est la grandeur de leur propre pays, mais de la grandeur des pays voisins. Et je crois qu'un cadre comme celui de Versailles pose une relation, peut poser une relation. Et Versailles a ce côté, j'allais dire double, à la fois du côté de la sonalité, du protocole avec le château de Versailles, et puis avec Trianon, un lieu intime où depuis Louis XIV, on fait des rencontres plus familières, on a des conversations plus simples, et on peut honorer ces autres étrangers, donc de deux façons à Versailles. Parce que le message, il est un peu ambivalent. Versailles, c'est assez écrasant, c'est l'époque où la France dominait l'Europe. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit perçu tout à fait de cette façon aujourd'hui pour ceux qui viennent nous rendre visite. Je pense que Versailles, c'est à la fois la grandeur de la France. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle, on y reviendra peut-être, avait voulu en faire une résidence présidentielle pour y accueillir ses hôtes. Mais je pense qu'en même temps, c'est un symbole aujourd'hui, un symbole de la culture française, de l'art de vivre à la française, de la gastronomie française, de la mode française. Et que tous les chefs d'État aujourd'hui, tous nos contemporains, certes, ont peut-être l'idée de ce qu'était la monarchie du temps de Louis XIV, mais ils ont aussi très clairement l'idée de ce que les racines de Versailles, le XVIIIe siècle, a pu apporter à la vie contemporaine. Et avec un petit peu de recul, quand vous regardez maintenant les relations franco-russes, vous avez l'impression que cette visite a effectivement eu un impact? On pourrait dire déjà que la conférence de presse entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron était quand même assez glaciale. La tonalité était assez glaciale. Moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Alors, vous me direz que je n'ai pas assisté à la conférence de presse.
C'est pas parce que je ne suis plus journaliste, mais parce que j'attendais d'accueillir le président Poutine et le président Macron, justement à Trianon, où ils venaient faire cette visite de l'exposition. Donc je n'étais pas là au moment de la conférence de presse. Et donc peut-être que ma vision est un petit peu biaisée par l'appréhension que j'ai eue, moi, de la visite dans tout son ensemble. Et j'ai plutôt eu l'impression d'une visite, alors je ne vais pas employer des mots diplomatiques, mais je pense qu'il y avait une réelle franchise dans cette relation qui se créait, qui était toute nouvelle. Et je pense que, après, il ne m'appartient pas de juger de la politique, mais les deux présidents ont créé cette idée du dialogue de Trianon. J'ai l'honneur de faire partie de la délégation française dans ce dialogue de Trianon, et je pense que c'est effectivement, en tous les cas, un moyen d'exprimer la volonté de créer des relations entre les sociétés civiles de nos deux pays, et donc de mettre encore une fois l'accent sur le fait qu'on peut tresser des relations à travers la culture, par exemple, et pas seulement à travers la politique ou à travers l'économie. Alors, on le rappelle, vous avez été journaliste politique, c'est vous qui avez voulu, et peut-être que le fait que vous ayez été journaliste politique a influencé votre choix, vous avez voulu cette exposition, il y a 2 ans, un président chez le roi. Hein. Donc c'était une exposition qui rappelait qu'en 1963, le Grand Trianon est entièrement restauré et transformé en résidence présidentielle. Vous l'avez rappelé, c'était une décision du général de Gaulle, mais une initiative, sous l'initiative d'André Malraux. Une rénovation qui avait coûté beaucoup d'argent à l'époque, qui avait même provoqué certaines polémiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça serait encore possible d'engager des travaux aussi onéreux sans que cela ait un coût politique ? Alors je crois que ces travaux, avec le recul, ils étaient d'abord nécessaires à Trianon. C'est-à-dire que c'était un lieu qui était en fort mauvais état dans les années 60. D'ailleurs, il était encore en mauvais état quand moi je l'ai trouvé 50 ans plus tard. C'est pour ça que nous avons aussi engagé des travaux et pour faire revivre cette partie-là de Trianon. Mais je crois que les travaux de Trianon étaient inclus dans la loi programme décidée par Malraux pour restaurer le patrimoine français. Et il se trouve qu'à l'occasion de ces travaux, la décision a été prise donc d'aménager cette aile pour la résidence présidentielle, mais les travaux auraient eu lieu de toute façon. Ce qu'on peut souligner, ce qui n'arriverait peut-être pas aujourd'hui, c'est que les travaux étaient faits très rapidement et qu'à partir du moment où le général de Gaulle a exprimé la volonté que ces travaux soient faits, ils ont été faits. Et ils ont été faits, peut-être qu'on ne les ferait plus aujourd'hui, puisqu'ils ont été faits avec de véritables transformations. On a fait des cuisines ultra-modernes avec des réfrigérateurs qui vous font 35 kilos de glaçons. Enfin, on a aménagé ces lieux d'une manière extrêmement contemporaine pour l'époque. Donc, à la fois, il y avait le respect du patrimoine et la volonté de sauvegarder ce Trianon, et en même temps d'en faire une résidence pour accueillir les autres étrangers. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas un peu une notion de folie des grandeurs si de tels travaux étaient engagés ? Je ne crois pas, puisque regardez ce qu'il en reste. Il en reste un lieu qu'on visite, et un lieu qui maintenant est ouvert au public, et qui est un témoignage de notre histoire contemporaine. Et moi, quand on a... pour revenir sur les rapports entre la politique et Versailles, la Ve République notamment, on connaît un petit peu cette tendance monarchique des présidents de la Ve, c'est bien connu. Est-ce que Versailles, ça n'en rajoute pas une couche dans ce sens-là ? Est-ce qu'on n'est pas en train, avec cet usage politique de Versailles, de conforter cette image de déconnexion du réel de nos présidents monarques ? Alors j'aurais peut-être dit ça dans le temps avant d'être à Versailles, mais je ne pense vraiment pas que ce soit ainsi que Versailles soit perçu dans les yeux de nos autres étrangers. Et je pense que ça c'est important, c'est-à-dire que lorsqu'ils viennent à Versailles, ils sont émerveillés par Versailles, sans doute, mais ils n'ont pas le sentiment qu'on veut les écraser par le poids de ce que nous représentons. Ils viennent voir une grandeur passée peut-être, ils viennent voir ce qu'est la France d'aujourd'hui. Vous savez que le général de Gaulle disait la France n'est grande que lorsqu'elle est grande avec les autres. Mais c'est vraiment la France d'aujourd'hui, Versailles ? Et je pense que, oui, Versailles est la France d'aujourd'hui par tous les efforts qu'on fait d'ailleurs pour que Versailles le soit. Versailles n'est pas seulement un témoignage. Versailles n'est pas seulement un lieu patrimonial. Versailles est un lieu qui vit tous les jours avec des activités qui sont les activités d'aujourd'hui. Et je pense qu'on parle... Mais le président, quand on a eu l'épisode François Hollande qui, lui, se targuait d'être un président normal, tous nos présidents le disent, le passage au palais de l'Élysée, ça les isole un petit peu du reste de la société. Vous croyez vraiment que Versailles, ça les aide à reprendre contact avec la société de base ? Mais je pense que lorsqu'ils viennent à Versailles, ils n'y viennent pas pour faire une visite
à travers la France. Ils viennent à Versailles pour l'image que représente Versailles aux yeux de ceux qu'ils reçoivent. Et pour donner à ceux qu'ils reçoivent aussi l'idée qu'ils les reçoivent avec tout le respect qui leur est dû, avec aussi ce que l'on a fait de plus beau pour la France. Et je pense que c'est ainsi qu'ils le ressentent. Je crois que François Mitterrand, lorsqu'il avait été interrogé sur le fait de savoir pourquoi il avait voulu ce sommet à Versailles, qui avait été à l'époque, comme on l'a rappelé, critiqué, avait dit qu'il y avait quand même, que c'était pas complètement surréaliste, ou c'était pas le mot qu'il avait employé. Il avait dit qu'il était quand même naturel de recevoir ses hôtes le mieux possible. Si vous voulez, je vais vous faire écouter le sonore justement de Mitterrand en 1982. J'ai vu dans un journal qu'un de nos amis hollandais avait dit « mais c'est pas très républicain tout ça ». Mais le peuple de Paris est venu aussi à Versailles. Il n'y a pas que les monarques. Ils s'y sont même rencontrés dans des jours difficiles. J'ajoute que la République est dans ses meubles quand même, non? Ça fait déjà un bout de temps. On ne voit pas pourquoi la République s'installerait nécessairement et par vocation naturelle dans des endroits où ni l'art, ni l'histoire, ni le confort quand même, n'ont été réunis. Christophe. Moi, je voulais reparler de Macron. Mais quand même, vous savez comment François Mitterrand a choisi Versailles. Non. Il m'a été raconté par Jacques Attali que la question s'était posée de savoir où on allait faire ce sommet. Et comme toujours, les conseillers ont beaucoup d'idées. Et donc, les conseillers cherchaient où. Et quelqu'un a dit, Monsieur le Président, pourquoi pas à Jarnac, pour montrer votre proximité avec vos hôtes. Et Mitterrand, glacial, a répondu non, Versailles. Et je crois que tout était dit, parce qu'effectivement, il voulait montrer une image de la France à ses hôtes. Il avait dit après, dans une autre conférence de presse, je me souviens, j'étais journaliste, on lui avait posé la question de Versailles encore une fois, il avait répondu mais si on était allé à Enna-Liétard, qu'est-ce qu'on aurait dit de nous? Ça aurait été une honte pour la France. C'était pas très gentil pour Enna-Liétard, mais je crois qu'effectivement, l'image de Versailles est une image liée à le symbole de la France, le symbole de la culture française, et je crois que beaucoup s'y reconnaissent. Voilà, une question sur Emmanuel Macron, parce que lui, il aime beaucoup Versailles aussi. Il y est retourné un mois plus tard pour le Congrès. Alors, c'est un moment assez particulier de la vie de la République. Le Congrès, c'est quand la Chambre et le Sénat sont réunis. Mais un président qui s'adresse d'emblée au Congrès, dès le début de son mandat, pour donner une sorte de discours de politique générale. C'est nouveau, ça. Je crois que ça a été institué par Nicolas Sarkozy, qui est le premier à être allé faire une adresse au Parlement et a voulu cette adresse au Parlement pour montrer qu'on pouvait s'adresser à l'ensemble du Parlement, ce qui n'était pas possible avant pour les présidents de la République. Donc, j'ai constaté que Emmanuel Macron avait repris cette idée avec un protocole qui est quand même immuable depuis la naissance de la République. Et je crois que François Mitterrand avait raison de souligner que quand même le temps passé sous la République sera bientôt plus important, ou je l'espère, que le temps passé sous la monarchie pour le château de Versailles. Catherine Pégard, vous qui présidez le château de Versailles, je voudrais vous demander quelle est la priorité pour vous. Est-ce que c'est d'abord l'accueil du grand public, ou est-ce que ce sont ces cérémonies et cet accueil des grands de ce monde? C'est bien sûr l'accueil du grand public, c'est d'ailleurs écrit dans ma mission de présidente du château de Versailles, c'est d'ouvrir ce lieu culturel au plus grand nombre. Nous accueillons aujourd'hui 7,5 millions de visiteurs, 80% sont des étrangers. Donc c'est dire que l'essentiel de notre travail, c'est d'accueillir le mieux possible tous les publics à Versailles. Et donc ces visites officielles ne sont qu'un aspect tout à fait, j'allais dire anecdotique, le mot n'est pas juste, mais anecdotique sur la longue histoire de Versailles, ou complémentaire. Et simplement, je pense qu'on s'était déshabitué de voir cet usage de Versailles. Et pour ce qui me concerne, je pense vraiment que renouer avec cette pratique est juste par rapport à l'idée que les autres se font de nous-mêmes. Encore une fois, je crois que c'est important d'être bien conscient du regard des autres sur nous. Alors, Catherine Pégard, nous allons nous interrompre quelques minutes et on vous retrouve avec RFI et le journal Le Monde pour la poursuite de cet entretien.
Catherine Pégard, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente du château de Versailles et merci d'avoir accepté notre invitation. Après 1992 et le séjour de Boris Yeltsin, qui était donc le président russe de l'époque, Versailles semble avoir perdu de son attractivité en matière de diplomatie. C'est-à-dire que on pourrait presque dire même qu'il est un peu passé aux oubliettes. Jacques Chirac n'y recevra qu'Angela Merkel en 2006. Nicolas Sarkozy ne s'y rendra pas. Il y aura seule occasion durant son mandat, c'est cette visite de Mouammar Kadhafi qui va faire polémique en décembre 2007. Et puis sous le président Hollande, bien sûr, il y a eu cet unique concert avec le président Xi Jinping. Catherine Pégard, cette visite de Kadhafi, vous l'avez vécue à l'époque, alors comme conseillère à l'Élysée. Quel souvenir vous en gardez ? Aucun souvenir, parce que effectivement la visite de Kadhafi au château de Versailles avait été souhaitée par Kadhafi lui-même, mais ça n'était pas dans le cadre de sa visite d'État. Il y était allé seul et non accompagné du président de la République. Donc on ne peut pas ranger cette visite au nombre des visites d'État que l'on a évoquées précédemment. Et donc, je n'ai pas de souvenir de cette visite à Versailles. Alors, je ne parle pas de la visite qu'à Versailles, mais la visite de Kadhafi. Est-ce que Sarkozy l'a regretté à un moment ou à un autre, d'une certaine manière ? Parce que ça lui a causé quand même beaucoup de problèmes. Il l'a traîné longtemps, on a l'impression. Je ne sais pas. Et de toute façon, je ne rentrerai pas sur ce terrain, parce que je suis tenue à un devoir de réserve comme présidente du château de Versailles. Et comme vous le savez, je n'ai jamais commenté la période que j'ai passé à l'Élysée, donc vous me permettrez de ne pas en parler. Vous parliez Maintenant, je parle de Louis XIV. Voilà. Vous parliez quand même de cette image que l'on attend de l'extérieur de la France. La France, patrie des droits de l'homme, notamment. Mais est-ce que Versailles, qui reçoit des puissants, qui flatte l'ego des puissants, la fibre autocratique peut-être aussi de certains, est-ce que ça c'est très France, patrie des droits de l'homme ? Mais vous savez, je ne crois pas du tout que ce soit comme ça aujourd'hui que les visites soient envisagées. Je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de flatter l'aspect autocratique. C'est pas l'image que je pense que c'est plutôt de ce que j'ai observé, j'ai plutôt l'impression que ceux qui viennent à Versailles sont un petit peu comme nous tous, ils sont époustouflés par ce qu'ils en voient, assez émerveillés de penser que la France a pu réaliser d'aussi beaux meubles, des tissus aussi prestigieux, présenter des collections de tableaux aussi importantes. Et je crois que c'est plus un moment d'une visite d'État qui est une sorte de parenthèse un petit peu intemporelle, où on se redécouvre entre soi, entre chefs d'État. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la diplomatie culturelle, c'est d'ouvrir de nouvelles pistes, de trouver un nouveau langage, de tresser des relations à travers la politique, l'économie, mais aussi la culture. Et je pense que peut-être, mais vous penserez peut-être que c'est utopique, mais peut-être que lorsque le président Poutine et le président Macron se retrouvent seuls dans une voiturette pour traverser les jardins de Versailles... Avec le président Macron au volant. Avec le président Macron au volant, peut-être qu'entre eux se passe quelque chose d'une nature peut-être impalpable, peut-être liée à ce décor prestigieux, mais qui fait que leur relation va être après un petit peu différente. Je crois que c'est juste ça. Je crois que c'est un contact qui est un petit peu hors du temps, un peu ailleurs, où on se dit les choses différemment. Tout à l'heure, on évoquait la visite de Nixon pendant 9 heures au général de Gaulle. Je pense que pendant ces 9 heures, on en a eu beaucoup de relations depuis. Pendant ces 9 heures, le général de Gaulle a dit des vraies choses à Nixon. Et je pense que de ce point de vue-là, rien n'a changé. Mais dans un lieu qui est peut-être plus intime et plus lié à l'histoire en même temps qu'une simple visite protocolaire ailleurs. Oui, mais alors sauf peut-être que depuis, on va dire, les années 90, Versailles n'a plus vraiment beaucoup été utilisé. Alors, par exemple, vous avez un devoir de réserve, mais le président Sarkozy, lui, il n'en a rien, il a absolument pas utilisé. Mais il y a eu un choix. Après, Jacques Chirac a décidé d'ouvrir les Trianon au public, donc de ne plus en faire une résidence présidentielle, et donc n'a pas souhaité utiliser Versailles comme un lieu de réception pour les autres étrangers. Ça, c'était en 1995. Et Nicolas Sarkozy, lui, a carrément rendu le lieu au domaine de Versailles. Et donc aujourd'hui, effectivement, la visite que l'on fait à Versailles, elle ressemble beaucoup aux visites du passé, mais elle n'est pas tout à fait la même. Ce que je veux dire, c'est que le général de Gaulle avait la volonté
de recevoir à Versailles, de montrer Versailles comme Versailles, dans le faste et dans la pompe, à ses hôtes étrangers. Je crois qu'aujourd'hui, quand le président Hollande reçoit Xi Jinping ou quand le président Macron reçoit Poutine, c'est plus pour leur faire partager un morceau de l'histoire de la France dans une discussion différente de celle qu'ils pourraient avoir ailleurs, que de les écraser, comme pour reprendre votre expression de tout à l'heure, sous un cérémonial particulier et sous un cérémonial un petit peu qui paraîtrait aujourd'hui peut-être un peu trop empesé, un peu trop lourd. Mais effectivement, il y a la parenthèse, pardon, la parenthèse, c'est effectivement la parenthèse qui a été voulue par Jacques Chirac et puis ensuite par Nicolas Sarkozy. Donc, d'une certaine manière, on renoue avec une pratique ancienne, la pratique d'un palais républicain. Et je pense que... Il y a déjà l'Élysée. Quand on reçoit à Versailles, ça a un coût. Recevoir des délégations étrangères, des grandes personnalités, ça a un coût sécuritaire, etc. Vous disiez tout à l'heure, votre priorité aussi, c'est le grand public. Vous avez les moyens de jouer sur les deux tableaux ? Ah ben bien sûr, puisque on a les moyens. Enfin, déjà, il y a une chose qui est très différente de ce qui pouvait se passer encore sous François Mitterrand, où pour préparer ce fameux G7, il avait fallu fermer le château de Versailles pendant près de 3 semaines, ce qui était l'une des raisons de la critique qui en avait été faite. Aujourd'hui, nous avons pu recevoir le président Poutine, et à peine était-il parti qu'il y avait un grand bal à Versailles, et où on croisait des comtesses japonaises et des princes russes qui venaient apprendre à danser le menuet avec beaucoup d'enthousiasme dans le château de Versailles. Et il y avait donc 800 personnes le soir même. C'est-à-dire aussi, aujourd'hui, on a quand même beaucoup restreint tout cet aspect protocolaire. Je ne parle pas de sécurité. La sécurité, évidemment, reste un des points extrêmement préoccupants pour nous tous, mais elle est préoccupante quand on reçoit le public du matin au soir et autant que lorsqu'on reçoit un hôte étranger. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie du château de Versailles n'est pas troublée, entre guillemets, par ces visites d'État. Catherine Pégard, cela fait maintenant 7 ans que vous êtes à la tête du château. 6. Donc, vous êtes en poste jusqu'en 2019. Vous aurez connu 3 présidents de la République, le président Sarkozy, Hollande et Macron. Quand vous avez été nommé, il y a eu des critiques parce que vous ne faisiez pas partie du sérail. 6 ans plus tard, avec un bilan plutôt positif, quel regard vous portez sur ces critiques de l'époque ? On oublie d'abord que les critiques vous font mal, et elles étaient un peu dures à supporter au début, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait mal ? Je trouve que c'est toujours désagréable d'apparaître comme une cruche analphabète qu'on projette dans un endroit comme le château de Versailles. C'était pas très agréable à entendre ou à lire. À l'époque, j'avais demandé à être jugée sur mon travail. J'espère que je l'ai été. Est-ce que vous avez quelques regrets sur certaines opérations ? Je pense par exemple à l'exposition de photos de cet artiste milliardaire sud-coréen autoproclamé qui ensuite a eu des ennuis avec la justice. Est-ce que c'est une opération, un mécénat que vous regrettez ? Alors, il y avait 2 choses différentes. Il y avait l'exposition de photos et puis le mécénat. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord l'exposition de photos et à la suite de cette exposition de photos, la personne en question avait consenti un mécénat pour le château de Versailles. Je n'ai pas de regret parce que tout ça s'est fait pour nous dans la transparence, et c'est vrai que quand on juge les choses a posteriori, on les juge différemment. Moi, je ne pouvais pas envisager qu'il y aurait ensuite le problème qui a existé. Ça se passe en Corée. D'ailleurs, je ne sais même pas où en est cette histoire. Je crois que d'ailleurs pas grand monde en sait quoi que ce soit. Sa fille a été extradée en Corée. Il va y avoir procès parce que cette famille possédait le bateau qui a coulé, le Seawall, avec 300 personnes à mort. Je n'ai pas de jugement à porter sur cette histoire que je connais en effet très mal. Il avait déjà un casier judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de veiller à ce que les partenariats ne tombe pas finalement dans du blanchiment Nous y veillons, et on peut quelquefois ne pas avoir été instruit d'un problème. À la fois le Louvre comme le château de Versailles avaient fait la même opération avec ce photographe. Malheureusement, malencontreusement, elle s'est mal terminée. D'ailleurs, le mécénat qui nous a été consenti n'est pas arrivé non plus, et nous avons continué à faire les travaux nous-mêmes et à faire en sorte que l'engagement qu'on avait pris de refaire ce bosquet du théâtre d'eau
avec Louis Bénèche et Jean-Michel Othoniel puisse être fait, je ne peux pas ajouter autre chose. Les précautions que nous... Il y a une faille au niveau de la sélection du partenariat. Alors, le château de Versailles fait aussi partie de ce qu'on appelle la diplomatie des contrats, hein, c'est-à-dire que sur l'aspect économique, il y a un peu moins d'un mois, le président Macron organisait ce qu'on appelait le mini Davos à Versailles, en réunissant près de 140 patrons. Alors, à l'heure où l'on présente beaucoup la France comme un musée, avec une économie qui a du mal parfois à se moderniser, c'est quoi le sens de réunir des patrons, 140 patrons à Versailles ? Alors je crois que c'était la volonté du président de montrer que ce lieu, c'était aussi celui de l'innovation. Je crois qu'il avait été très surpris quand il était ministre de l'économie. Il était venu faire une journée French Tech à Versailles. Et il avait amené les start-up et les dirigeants de la nouvelle économie pour une journée à Versailles. Et il avait constaté que tous ces hôtes avaient été assez émerveillés de découvrir Versailles et d'apprendre tout ce que Versailles avait pu apporter aux innovations au fil du temps. Et pas seulement, justement, le patrimoine. Mais je me souviens qu'on avait reçu aussi au moment de la COP 21, j'ai reçu les ministres des Transports de la COP 21. Alors, je ne savais pas trop quoi leur dire. Et je me suis rappelé qu'on avait vu partir à Versailles les premières montgolfières. Et donc, j'ai évoqué cet épisode de l'histoire de Versailles qui les a intéressés. Tout ça n'est pas anecdotique parce que tout ça montre que, au fil des temps, Versailles a toujours été peu ou prou le lieu de la création, le lieu de l'innovation et pas seulement un lieu patrimonial, pas seulement un lieu historique. Alors l'art contemporain a beaucoup fait pour qu'on en prenne conscience, mais pas seulement l'art contemporain. Et je crois que ce qui était amusant quand on a reçu ces patrons pour ce sommet de Choose France, c'était de voir que quand ils avaient fini d'avoir leur conversation très sérieuse les uns avec les autres, ils s'empressaient de partir avec les conférenciers qu'on avait mis à leur disposition pour visiter un petit peu de Versailles. Et c'est ainsi que j'ai pu croiser une chef d'entreprise du Nigeria et qui me croise et très émerveillée me dit « Je sors de chez Madame de Pompadour ». Ben ça, on ne peut pas l'inventer. Et on ne peut pas inventer qu'il y a des raccourcis qui se font dans l'histoire et que Versailles est le lieu qui rassemble un petit peu à la fois les racines de ce que nous sommes, mais aussi la volonté que nous avons d'aller plus loin. Je crois que le président de la République avait dit à cette occasion notre grand passé nous donne un goût insatiable de l'avenir. Je crois que ça résume assez bien ce que Versailles peut apporter aujourd'hui. Catherine Pégard, finalement, ça n'a pas trop changé. C'est toujours Colbert qui fait venir les entrepreneurs et gère avec lui les grands contrats. Non ? C'est peut-être un autre raccourci, mais il y a un peu de ça aussi. C'est aussi une façon de motiver les gens, c'est aussi une façon de les rencontrer là aussi dans un autre lieu, de leur faire appréhender notre histoire. Ben, ça s'est passé comme si, à la fois comme si on était ailleurs et en même temps on était à Versailles. Je veux dire, j'ai pu entendre quelqu'un me dire « Ah, mais alors vous avez démontré qu'on pouvait mettre des fauteuils en plastique à Versailles. » Ben oui, on peut mettre des fauteuils en plastique à Versailles pour faire une salle de conférence quand on en a besoin d'une, ce qu'on avait fait en plus, excusez-moi du peu, dans la Galerie des Croisades. Mais ceux qui se sont retrouvés là avaient ce mélange de rencontres très sérieuses où on parlait d'avenir, où on parlait peut-être de contrats, et en même temps un regard sur ce qui aujourd'hui fait l'image de la France dans le monde. Et ce qui fait l'image de la France dans le monde, c'est les métiers d'art, les savoir-faire, le luxe. Et tout cela, eh bien, ça fait partie de l'attractivité de la France, une partie importante de l'attractivité de la France, et ils en avaient conscience en étant, je crois, aussi à Versailles. Et je crois que c'est pas par hasard que une autre dame, chef d'entreprise du Mexique, elle, qui était sur la route de Davos, m'a dit, j'ai une fille de 21 ans qui m'a dit, si tu m'avais dit que tu t'arrêtais à Shanghai, j'aurais pas trouvé ça bien, mais à Versailles, oui. Eh bien, nous, ça nous fait plaisir, bien sûr, mais je crois que ça montre aussi que le choix de Versailles est juste. Vous considérez personnellement comme une actrice de la diplomatie d'influence? Vous pouvez avoir de l'initiative? Pas du tout. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien, et il se trouve que ça me passionne. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tant que présidente du château de Versailles,
Je suis là pour faire en sorte que lorsqu'il est décidé de faire une réunion de ce type à Versailles, elle se passe le mieux possible. Et croyez-moi, c'est un petit souci d'organisation. Alors, puisqu'on parlait d'argent, d'économie, Versailles a besoin d'argent pour entretenir ses murs, son mobilier, ses jardins. Je crois que son budget de fonctionnement est de 120 millions d'euros et que l'État donne plus ou moins un tiers de ce budget en subvention. Vous souhaiteriez que l'État mette plus la main à la poche ? Je crois que ça ne se pose pas dans ces termes-là, puisque aujourd'hui nous sommes tous, comment dire, on nous demande à tous de faire des efforts et des économies, donc on s'y habitue. Et moi j'ai pris plutôt le parti de dire qu'il fallait faire en sorte que ce lieu continue à vivre. Et donc dans ma mission, il y avait aussi le fait de trouver les moyens de faire vivre le château de Versailles. D'ailleurs, nos premiers mécènes, vous savez, ce sont nos visiteurs. Nos premiers mécènes, c'est les 7,5 millions de visiteurs qui viennent chaque année à Versailles. Et pour le reste, eh bien, on essaie évidemment de convaincre l'État quelquefois de nous aider. Et parce que le château de Versailles, c'est la démesure, je veux dire aussi géographiquement. Quand vous avez un domaine de 800 hectares à entretenir, eh bien, c'est assez difficile. Un petit morceau de toiture... de la toiture qui n'avait pas été refaite depuis le général de Gaulle et qui faisait que l'eau coulait dans sa chambre, eh bien évidemment, ce sont des milliers d'euros à trouver et il faut trouver des mécènes pour nous y aider. Je vous interromps, mais vous disiez 7,5 millions de visiteurs par an. C'est par rapport aux autres icônes françaises, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, où est le château de Versailles ? On est dans le peloton de tête. Le premier, c'est le Louvre. Et puis je crois qu'ensuite... je ne sais même pas moi-même, parce que je pense que c'est difficile de comparer ces lieux qui ne sont pas tout à fait comparables. On ne va pas chercher à la Tour Eiffel ce qu'on va chercher au château de Versailles. Le Louvre est le plus grand musée du monde, mais Versailles a ses jardins. Donc je crois que si j'avais un conseil à donner, c'est de dire qu'il faut tout voir et pas seulement une chose. Et nous, on est là pour ouvrir ce lieu à la curiosité des autres, et pas pour se comparer ou pour faire des compétitions avec nos voisins. Vous disiez, Versailles, c'est 800 hectares de domaine. En 2024, Versailles recevra les Jeux Olympiques pour les épreuves d'équitation. Donc, bien sûr que c'est un château qui a l'habitude de recevoir des grands de ce monde, de très, très nombreux visiteurs, 7,5 millions. Mais comment on va assurer la sécurité sur un tel domaine ? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup à propos de Versailles, les difficultés d'assurer la sécurité sur un tel domaine. Bien sûr. Alors je crois que d'abord les épreuves d'équitation sont faites tout à fait au fond du domaine, au bout du Grand Canal, et donc n'auront pas d'impact sur l'ensemble du domaine. Donc ça sera dans un lieu assez circonscrit. Et je pense qu'en termes de sécurité, c'est évidemment très important de savoir délimiter les lieux. Et ensuite, nous n'en sommes qu'au début, évidemment, des préparatifs de ces épreuves d'équitation à Versailles. Je pense que là aussi, ça a un sens. Ça a un sens d'accueillir l'équitation à Versailles plutôt qu'un autre sport, parce que le cheval a toujours été présent à Versailles, et que là aussi, on est, pardon pour ce mot, mais on est assez raccord avec notre propre histoire. Est-ce que vous êtes aussi raccord avec ce moyen aussi, qui est peut-être un moyen de financer Versailles, qui est d'y faire venir en permanence des expositions d'art contemporain ? Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le patrimoine et la création. C'est ce qu'on essaie de démontrer tous les jours. Je crois que le premier qui nous a appris qu'il fallait encourager les artistes contemporains, c'est Louis XIV, qui les a fait venir de tous les coins du monde. Et que donc, quand le château de Versailles reçoit de l'art contemporain, à condition que les artistes soient à Versailles pour Versailles. Mais Catherine Pégard, j'ai un exemple à vous soumettre. Quand on a cette plasticienne américaine, Sheila Hicks, qui vient et qui rhabille entièrement une sculpture bien connue de Versailles. Donc les gens qui vont venir du bout du monde, cette sculpture, ils ne la verront pas. Ils verront un amas de bandes de tissu. Où est la limite de ce que l'art contemporain peut apporter à Versailles ? Je pense que l'art contemporain apporte beaucoup parce qu'il apporte un regard différent sur le château de Versailles, c'est-à-dire qu'à travers les artistes qui s'y trouvent... Mais là, on cache. Oui, mais alors je vais vous dire, on cache et on ouvre. Parce que certes, Sheila Hicks a caché cette fontaine, mais de toute façon, ce bosquet, normalement, aurait été fermé, puisque les bosquets sont fermés l'hiver. Et que cette année, le choix que nous avons fait d'inviter 16 artistes à ouvrir les bosquets de Versailles, ça a été justement, peut-être plus encore que d'habitude, l'idée que
les artistes contemporains nous accompagnaient dans Versailles, nous accompagnaient dans un voyage qu'on a appelé voyage d'hiver. C'était tout à fait nouveau de le faire l'hiver, à un moment où normalement ces bosquets sont fermés. Et on leur disait, voilà, on vous donne la clé, vous ouvrez ce bosquet et vous mettez une œuvre dans ce bosquet et vous construisez ensemble un parcours. Alors, elle a choisi de faire cette sculpture de tissu. D'autres ont fait autre chose. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être pas si étonnant qu'on cache une sculpture, puisque comme vous le savez, pendant tout l'hiver, toutes nos sculptures dans les jardins sont cachées pour être protégées. Donc au fond, elle n'était pas très loin de ce qui a toujours été fait à Versailles. Mais vous mettez des limites. Juste, Sylvia Sophie, on va écouter un sonore d'Anish Kapoor, hein, dont les œuvres ont fait irruption dans le parc de Versailles. Je pense que ce lieu porte une charge historique très puissante. Ma proposition, c'est que cette vue est une perspective du pouvoir. Et il faut s'autoriser à ouvrir les perspectives, ne pas fermer la discussion. Qu'est-ce qu'on veut? Que Versailles reste immuable, sans objets contemporains, comme il l'a toujours été? Mon sentiment, c'est que cela nous aide au contraire à mieux comprendre ce qu'est Versailles. Oui, la question, c'est quelles limites est-ce que vous vous posez? Parce qu'il y a des œuvres quand même qui sont très controversées. Celles d'Anish Kapoor en font partie. Il avait donc mis cet énorme tube d'acier rouillé de 60 mètres dans Versailles. Jusqu'où on peut aller? Vous accepteriez la sculpture de McCarthy, cet objet sexuel qui a été mis sur la place Vendôme? Vous accepteriez ça à Versailles? Pour Anish Kapoor, parce que je crois qu'à chaque fois qu'on a fait une exposition d'art contemporain à Versailles, en tous les cas je ne parle que pour celles que j'ai connues depuis que j'y suis, c'est une longue discussion avec les artistes. Et Anish Kapoor, il voulait montrer ce qu'était, je reprends à peu près ses paroles, ce qu'était le chaos de Versailles avant qu'il soit dompté par la nature. C'est un sujet qui a préoccupé beaucoup toute la littérature du XVIIIe siècle. Et moi, je trouvais que c'était très intéressant de voir qu'on portait un regard différent sur ce lieu. Alors, un regard plein d'audace, sans doute critiquable pour certains, mais ça, c'est le propre de l'art. Moi, je ne porte pas de jugement sur les œuvres. J'essaie de trouver la cohérence entre le choix de l'artiste et le château de Versailles. Mais moi, je ne suis pas là pour censurer les artistes qui viennent à Versailles, dès lors que je les ai choisis, et encore, en plus, à l'issue d'un long processus. Vous savez, la première chose qu'ils font quand ils viennent, il n'y a pas d'exception. Ils passent des heures à marcher dans les jardins. Ils sont saisis par la grandeur du lieu. Ils se demandent s'ils vont résister au lieu. Et après, ils réfléchissent. Certains renoncent d'ailleurs, certains continuent. Et cette année, on a choisi une option différente puisqu'on a choisi 16 artistes dans ce parcours. Et l'an prochain, on choisira peut-être encore quelque chose de différent. Et alors, est-ce que vous avez des pistes à nous donner sur ce que vous allez choisir dans le futur? Malheureusement, pas encore, parce que nous sommes très en retard et nous sommes encore en train d'en discuter avec Alfred Pachman, qui est le commissaire de toutes ces expositions pour le château de Versailles. Et donc, il faut même aller assez vite, parce qu'après, là aussi, c'est un lourd travail technique pour présenter ses œuvres et pour être prêt à l'automne comme on souhaiterait l'être. C'est compliqué de diriger une telle institution dont le poids historique est visible. Il y a plein de Français pour qui toucher à Versailles, c'est quasiment toucher, c'est sacrilège, quoi. Et vous sentez cette pression? Mais je pense qu'il faut toujours essayer de... C'est quelque chose dont on s'abstrait assez rapidement. Je pense qu'il faut toujours essayer de trouver un équilibre. L'équilibre entre le passé et le présent, l'équilibre entre le grand public et puis convaincre, on n'a pas l'occasion d'en parler ici, mais aussi savoir faire venir les publics éloignés des musées, les enfants à Versailles, leur faire prendre conscience de ce qu'est ce lieu, aller vers les autres, aller à l'étranger, montrer des expositions pour séduire les Japonais avec Marie-Antoinette qui accueille 440 000 visiteurs à Tokyo, séduire les Japonais pour qu'ensuite ils reviennent à Versailles. Mais
On est toujours, alors je ne voudrais pas paraphraser une formule très en vogue, mais on est toujours dans le « en même temps ». On doit être en même temps dans le passé, en même temps dans le présent, et si possible un peu dans l'avenir. Voilà, et c'est donc sur cette formule « en même temps » que nous finissons cet entretien. Merci beaucoup Catherine Pégard d'être venue sur ce plateau de TV5 Monde avec RFI, le journal Le Monde. Merci d'avoir répondu à nos questions, à celles de Christophe et de Sophie. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.